Et si l'attaque la plus redoutée n'était pas celle qui prend un territoire, mais celle qui prend le contrôle de votre attention? Si ce qui s'est passé au Burkina Faso n'était pas une simple bataille pour une base ou une parcelle de terre, mais un coup de force sur nos perceptions, notre confiance et nos réactions? Je vous pose la question, car derrière chaque titre choc, chaque chiffre qui s'emballe sur les réseaux, il y a parfois une stratégie bien plus insidieuse que la conquête militaire. On pense souvent qu'une attaque vise à occuper une zone, à montrer une force physique. Mais et si, cette fois, l'objectif était tout autre? Semer la confusion, briser la confiance, pousser l'État à agir dans l'urgence, et surtout, faire en sorte que la panique et l'incertitude voyagent bien plus loin que l'endroit où les coups de feu ont retenti. Imaginez, avant même que le soleil ne se lève, les informations se télescopent déjà, les rumeurs gonflent, les chiffres circulent sans vérification, et la toile s'enflamme. Dans cette première vague, la vérité se dissout. On discute moins de ce qui s'est réellement passé que de ce que l'on croit ou craint. Et c'est exactement là que l'attaque devient plus dangereuse, quand la confusion devient une arme et que chacun relaie ce qui semble le plus dramatique. Le terrain de bataille s'étend alors à l'espace médiatique, au marché, à nos décisions du quotidien. Parce que pendant qu'on scrute les dégâts visibles, les véritables coups se glissent ailleurs. L'instabilité qui fait grimper les prix de l'essence, qui plombe le budget des familles, qui rend les investisseurs nerveux. Une attaque spectaculaire ici, et soudain, votre pouvoir d'achat là-bas en subit la vague de choc. Le président Traoré l'a dit lui-même, et ça résonne d'autant plus fort quand la nuit est agitée. Un peuple qui s'agenouille pour toujours est déjà vaincu. Ce n'est pas seulement une question de soldats au front, c'est une question de souveraineté, de dignité face à la pression. Et c'est justement cette posture qui attire les tests, les provocations. Quand un leader refuse de plier, les adversaires n'essaient pas seulement de lui arracher un territoire, ils cherchent à lui imposer leur tempo, à mesurer sa résilience. C'est comme un jeu d'échecs, où chaque mouvement est scruté, chaque réaction est analysée. Et pendant ce temps, dans la précipitation, les marchés tanguent, les autorités dépensent plus pour la sécurité, et la peur risque de s'installer jusque dans la vie de tous les jours. Voilà le piège. Si on se trompe sur le véritable but de ce genre d'attaque, si on pense uniquement en termes de surface perdue ou de victimes annoncées, on risque de réagir trop vite, de dépenser là où il faudrait réfléchir, de laisser la peur dicter nos choix. Et c'est exactement ce que veulent les instigateurs de ces opérations psychologiques. Que la société doute d'elle-même, que la confiance vacille, que l'économie encaisse les contre-coups sans jamais retrouver son calme. Ce n'est plus seulement l'armée qui est visée, c'est la capacité du pays à se projeter dans l'avenir sans être prisonnier de la peur ou des illusions semées par l'adversaire. Alors, avant de se laisser happer par la première rumeur, le premier chiffre non vérifié, il faut prendre une grande respiration et regarder plus loin que le choc initial. Posez-vous ces questions. Pourquoi ce lieu, ce moment, cette cible? Pourquoi un retrait rapide après l'impact, au lieu d'occuper le terrain? Quand chaque détail ressemble plus à un signal qu'à un simple fait divers, il faut commencer à déchiffrer la logique cachée derrière l'événement. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut déconstruire la première vague d'informations et saisir la logique cachée derrière l'événement. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce qu'on sait vraiment, ce qui reste incertain, et surtout, le schéma qui révèle pourquoi cette attaque ressemblait moins à une prise de territoire qu'à une opération psychologique de grande envergure. Dans les heures qui suivent une attaque, la vérité devient un butin disputé. Ce n'est plus seulement la sécurité d'un camp militaire ou d'une région qui est en jeu, c'est la bataille pour le récit, pour les chiffres, pour la perception. Dès que la nouvelle tombe, c'est la confusion qui règne. Rumeurs qui déferlent sur les réseaux sociaux, bilans non confirmés, images sorties de leur contexte. Qui a été touché? Combien de victimes? Les chiffres montent et descendent comme des vagues, et chaque nouveau post, chaque message WhatsApp, ajoute une couche d'incertitude. Mais pourquoi cette confusion? Tout simplement parce que l'information est devenue une arme à part entière. Dans ce type d'attaque, le nombre, le bilan officiel ou officieux, n'est qu'un appât. Le vrai enjeu,
c'est le message qu'on transmet. Et surtout, à qui? Les assaillants le savent. Ils n'ont pas besoin de tenir une position ni de planter un drapeau. Il suffit de montrer qu'ils peuvent frapper, n'importe où, n'importe quand. Il suffit de faire douter, de briser l'illusion d'invulnérabilité. En quelques heures, l'environnement informationnel se transforme en un champ de bataille invisible. Le public, qu'il soit sur place ou à l'étranger, est bombardé de chiffres. Un bilan répété 10 fois devient, pour beaucoup, la réalité. Mais derrière ces chiffres, c'est une guerre de nerfs qui se joue. Les communautés locales cherchent à comprendre ce qui est arrivé, la diaspora s'inquiète, et l'opinion internationale réagit souvent à chaud, sur la base des premiers échos, vrais ou non. Ce phénomène, il est loin d'être anodin. Le récit, une fois installé, est difficile à détricoter. Une image forte, une vidéo partagée en boucle, et tout le sens de l'événement peut basculer, même si les faits réels sont bien différents. Cela profite à qui? Certainement pas aux civils. Cette désinformation, ce brouillard savamment entretenu, sert d'abord les intérêts des attaquants. Parce qu'au fond, leur véritable cible, ce n'est pas la base en elle-même. C'est la confiance. La confiance des citoyens dans leurs institutions, dans leur armée, dans leur quotidien. Chaque fois qu'une attaque crée la confusion, qu'elle sème le doute, elle fragilise un peu plus les fondations du vivre ensemble. Elle nourrit l'idée que l'État n'est plus capable de protéger, que le danger peut surgir de nulle part, à n'importe quel moment. Il y a là un risque majeur. À force de répéter des chiffres non vérifiés, de laisser circuler des rumeurs, on alimente la panique collective. Les gens réagissent dans la précipitation. On fuit, on accuse, on perd confiance. Et surtout, on perd le contrôle du récit national. Ce sont les assaillants qui imposent l'angle, qui dictent le tempo, qui forcent l'État à répondre en urgence, parfois de manière désordonnée. Tout cela, c'est la stratégie de l'érosion invisible. On ne voit pas forcément les dégâts sur une carte, mais ils sont bien réels dans les esprits, dans les conversations, dans l'économie même. Marchés perturbés, routes bloquées, écoles fermées par précaution. Rappelons-le, ce n'est pas la prise d'un territoire qui compte ici, mais la capacité à transformer un événement en un signal, à faire voyager ce signal bien au-delà du champ de bataille. C'est là que se joue la partie la plus dangereuse, la manipulation des perceptions. Les réseaux sociaux s'emballent, chaque vidéo devient virale, chaque image de ruine ou de panique nourrit le sentiment d'impuissance. Pour les habitants, ce n'est plus seulement une question de sécurité immédiate, mais de projection dans l'avenir. Est-ce que l'État peut me protéger? Dois-je partir? Qui croire? Ces questions s'installent, s'amplifient et deviennent à leur tour de nouveaux leviers pour ceux qui cherchent à déstabiliser le pays. Ne pas vérifier une information, s'en remettre à la panique, c'est offrir à l'attaquant une victoire qu'il n'a même pas besoin de conquérir militairement. Dans ce type de guerre, la rapidité des renforts importe autant que la rapidité de la communication officielle. Si l'État tarde à rétablir les faits, à communiquer clairement, il laisse le champ libre à toutes les interprétations. Et chaque minute de flottement, c'est une minute de gagner pour l'adversaire. Il fait douter, il sème la peur, il fragilise le tissu social. Quand la population se sent abandonnée, quand les jeunes commencent à se demander si l'État vaut la peine d'être défendu, alors la société tout entière devient vulnérable. Ce n'est donc pas une bataille de chiffres, mais une bataille de confiance. Et chaque attaque, chaque campagne de désinformation, chaque manipulation du récit vise à imposer ce coup invisible, la peur, l'incertitude, la défiance. C'est ce coup-là qui, à terme, déstabilise l'économie, fait grimper les prix, pousse à l'exode ou à la radicalisation. Voilà pourquoi il est essentiel, à chaque attaque, de prendre du recul, de se méfier des bilans non vérifiés, de recouper les informations. Parce que céder à la panique, c'est perdre la main sur son propre avenir. Et c'est précisément ce que cherchent ceux qui frappent. Non pas occuper un territoire, mais occuper les esprits. Alors, maintenant qu'on a posé les bases de cette manipulation informationnelle, voyons comment s'articule la structure même de l'attaque et surtout pourquoi le choix du moment n'a rien d'anodin. L'objectif n'est pas toujours la conquête, mais la démonstration de vulnérabilité.
Et c'est précisément ce qui s'est passé lors de cette attaque au nord du Burkina Faso. On pourrait croire que le but était simplement de prendre une position militaire, de s'en emparer. Mais en réalité, le message est beaucoup plus subtil, plus vicieux. Il s'agit d'un coup parfaitement orchestré, un exemple typique de ce qu'on appelle, dans les schémas d'insurrection sahélienne, la stratégie du frapper-retrait. Ce mode opératoire ne cherche pas à tenir le terrain, mais à frapper fort, puis à disparaître avant que la riposte n'arrive. Il vise à attirer tous les projecteurs, à court-circuiter la routine et à imposer un climat d'incertitude. Chaque attaque comme celle-ci n'est pas un simple affrontement, mais un test grandeur nature pour l'État. Jusqu'où sa capacité de réaction peut-elle aller? Comment ces systèmes tiennent-ils la pression? Ce qui est frappant, c'est le choix de la cible. Une position militaire sur un axe stratégique du Nord. Pourquoi là? Parce que ces routes ne sont pas seulement des tracés sur une carte. Ce sont les artères vitales par lesquelles circulent les biens, les personnes, le commerce, mais aussi l'information, légale ou non. Frapper une base, c'est bien plus que menacer des soldats. C'est perturber toutes les chaînes d'approvisionnement, désorganiser le rythme de la vie locale et forcer l'État à déplacer ses forces, à revoir ses priorités. Le but, c'est d'envoyer un signal. Personne n'est à l'abri, ni l'armée, ni les communautés, ni même les observateurs internationaux. Mais le timing, lui aussi, ne doit rien au hasard. Les groupes armés ne se contentent pas d'observer les patrouilles régulières. Ils guettent les moments de transition, ceux où une nouvelle structure de commandement s'installe, où les unités tournent, où les protocoles de communication changent, où le système cherche encore ses marques. C'est exactement le genre de période que traverse le Burkina Faso en ce moment. Le pays n'a pas choisi cette guerre, il l'a héritée, et il essaie de changer son logiciel de réponse. Plus de mobilisation locale, plus de défense intégrée, plus d'emphase sur la souveraineté et la coordination régionale, moins de dépendance aux anciens modèles sécuritaires extérieurs. Mais voilà, quand un système se réinvente, il est forcément un peu plus vulnérable. Les protocoles doivent être mis à jour, les itinéraires de renfort réajustés, la chaîne de renseignement reconstruite, la coopération entre forces régulières et volontaires doit s'accélérer et se discipliner. Et pendant que le tout se synchronise, les adversaires testent, méthodiquement. L'attaque devient alors un stress test, une évaluation grandeur nature des réflexes de l'État. Face à ce genre de coup, l'enjeu n'est pas simplement de compter les pertes, c'est le chronomètre qui compte. Combien de temps faut-il à la communication pour se rétablir? Combien de temps avant que les renforts n'arrivent? La direction a-t-elle su réagir vite et clairement, sans alimenter la panique? Est-ce que l'État parvient à empêcher que le même scénario ne se répète la semaine suivante, dans un autre couloir? Si la réponse tarde, si la confusion s'installe, chaque minute d'incertitude coûte cher. Pas seulement en termes de sécurité immédiate, mais en confiance. Chaque retard sème le doute dans la population, fait grimper les prix, paralyse les échanges et ouvre la porte à d'autres attaques. Car tant que la peur règne et que l'impression de vulnérabilité s'installe, les groupes armés gagnent, même sans tirer un coup de feu supplémentaire. C'est là tout l'art de la guerre psychologique. L'attaque ne vise pas seulement la base, elle vise l'équilibre social et économique qui gravite autour. Imaginez une petite ville, un marché local, des familles qui vivaient du transport de marchandises, du commerce quotidien. Dès qu'une route devient dangereuse, tout le tissu local se tend. Les transporteurs hésitent, les prix s'envolent, les rumeurs circulent plus vite que l'information officielle, chacun s'interroge. Est-ce que je peux faire confiance à la route, au marché, à l'État pour assurer ma sécurité demain? Et c'est là que l'on voit la puissance symbolique de ce genre d'attaque. Une base militaire n'est pas qu'un point sur la carte, c'est un repère, un phare pour la population locale. Quand elle vacille, c'est tout le sentiment de stabilité qui vacille avec elle. Et à l'international, chaque incident retentit comme un coup de semonce. Le Burkina Faso est-il vraiment capable de garantir sa sécurité? L'objectif n'est plus seulement d'infliger des dégâts matériels, mais de briser la perception d'invulnérabilité, d'alimenter la peur et d'affaiblir la confiance dans les institutions. En réalité, la logique d'une défense plus distribuée, avec plus de présence locale, plus d'auxiliaires,
plus Dieu sur le terrain, a ses forces, mais aussi ses failles. Si l'information circule bien, les menaces peuvent être détectées plus tôt, la riposte adaptée plus vite. Mais si la chaîne de communication se grippe, si les standards de coordination ne sont pas clairs, si chaque acteur agit en ordre dispersé, alors chaque faille devient une invitation à attaquer, chaque zone d'ombre, une opportunité pour l'adversaire. C'est pourquoi ces attaques sont autant des diagnostics que des offensives. Elles révèlent si la machine étatique fonctionne comme un tout cohérent ou si elle se fragmente sous la pression. Elles mettent à nu la capacité, ou non, de réagir vite, d'anticiper, de rassurer. Et cette réactivité, ce chrono de la réponse, c'est ce qui sépare la simple crise ponctuelle d'une spirale de chaos. Mais derrière ces dynamiques stratégiques, il y a aussi des vies, des familles, des destins qui se jouent. Pour comprendre l'impact réel de cette guerre psychologique, il faut descendre du plan général et regarder ce qui se passe dans le quotidien des gens comme Esa, qui vivent au carrefour de ces routes exposées. Pour les civils, chaque attaque transforme la peur en impôt invisible. Prenons l'exemple d'Esa, un commerçant ordinaire du nord du Burkina Faso. Sa vie, ses revenus, l'avenir de sa famille dépendent d'un facteur tout simple, la sécurité de la route entre son village et le marché régional. Un matin, à peine le soleil levé, Esa doit décider s'il prend le risque de charger sa charrette. Depuis l'attaque de la veille, la route n'est plus une simple ligne sur une carte. Elle est devenue un couloir d'angoisse. Les rumeurs courent, les visages se ferment, et l'absence de certitude fait gonfler les prix. Les produits frais s'abîment faute de transport, les clients se font rares, et au moindre soupçon de danger, tous multiplient les combines pour éviter les embuscades. La peur, ici, n'est pas qu'une émotion, c'est une taxe qui s'ajoute au coût de la vie. Ce climat d'incertitude a des répercussions en cascade. Quand la peur domine, la mobilité s'effondre. Les commerçants, les éleveurs, les enseignants hésitent à se déplacer. Les marchés se vident, les récoltes pourrissent sur place, et très vite, les prix flambent. Certains, pour passer malgré tout, finissent par soudoyer des intermédiaires, alimentant la corruption qui, elle aussi, grignote le tissu social. L'économie locale, déjà fragile, se retrouve étranglée par cette dynamique négative. Mais la conséquence la plus subtile est peut-être la plus dangereuse. La peur finit par réécrire les normes morales. Quand l'incertitude règne, la défiance s'installe entre voisins, les solidarités se fissurent, et la société devient plus vulnérable à l'influence des groupes armés. Pour ces groupes, il s'agit moins d'occuper durablement un territoire que de transformer la peur en outil politique. Plus l'insécurité s'éternise, plus il devient difficile de distinguer rumeurs et réalité. Les réseaux sociaux s'enflamment, chacun relaie sa version, attisant l'anxiété collective. Les familles, lassées d'attendre des réponses officielles qui tardent, se replient sur elles-mêmes. Les écoles ferment, les jeunes perdent leurs repères, et la vie quotidienne ne tient plus qu'à un fil. Ce coût invisible, cette lente érosion de confiance dans les institutions, devient alors la véritable victoire des assaillants. Même sans avoir conquis de terrain, ils parviennent à fragmenter la société, à briser l'élan commun qui fait tenir un pays debout. Restaurer une vie normale, dans ce contexte, n'est pas un simple retour à la routine. C'est un enjeu stratégique de première importance. Si la population peut circuler, commercer, envoyer ses enfants à l'école sans crainte, alors l'attaque perd son impact psychologique. Mais si la peur s'installe durablement, chaque jour devient une victoire pour les groupes armés. Le risque, c'est que la société s'habitue à vivre sur la défensive, à fonctionner dans la méfiance et l'improvisation permanente. Et là, ce n'est plus seulement la sécurité des routes qui est en jeu, mais l'avenir même des familles, le pouvoir d'achat, la capacité de rêver et de construire ensemble. Il faut bien comprendre que les attaques comme celle qui a secoué le Burkina Faso ne visent pas seulement à infliger des pertes immédiates. Leur objectif profond, c'est de fissurer la confiance. Si la vie normale ne revient pas, si l'État tarde à rétablir la circulation, à rouvrir les écoles et à sécuriser les marchés, alors ce sont les assaillants qui imposent leur tempo. La peur devient une maladie chronique et la cohésion nationale s'effrite, lentement, mais sûrement.
c'est dans cette bataille pour le quotidien que tout se joue. Et c'est là que la stratégie de Traoré devient centrale. Car la vraie question, c'est comment renforcer la résilience, rétablir la confiance et restaurer la vie, sans pour autant créer de nouvelles vulnérabilités. Face à ce défi, la coordination, la rapidité de réaction et la capacité à protéger les civils deviennent plus que jamais essentielles. Alors, comment l'État burkinabé peut-il transformer cette fragilité en force et éviter que la peur ne dicte sa loi? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Réagir, c'est bien. Se recalibrer, c'est vital. Face à des attaques conçues pour semer le doute aussi vite que la peur, la réponse ne peut plus être juste musclée ou ponctuelle. C'est tout le système qui doit apprendre à absorber le choc, à évoluer, à montrer qu'il n'est pas juste en mode survie, mais en train de se renforcer. Le Burkina Faso, à l'image de ses voisins du Sahel, n'a pas le luxe de l'improvisation. Il avance sur une corde raide où chaque ajustement compte. Alors, que faire concrètement? Il y a aujourd'hui 6 priorités structurelles qui, ensemble, dessinent une stratégie de résilience. D'abord, des communications redondantes. Plus question de dépendre d'un seul canal ou d'une seule technologie. Il faut pouvoir relayer l'alerte, coordonner les ripostes, informer les civils, même si une partie du réseau saute. Ensuite, la coordination renforcée, entre armées, forces auxiliaires et partenaires locaux. Ce n'est plus une option, c'est la colonne vertébrale de la défense. Les itinéraires de renfort doivent être repensés, pas seulement pour envoyer des troupes, mais pour garantir que les secours arrivent vraiment, à temps, sur des routes sécurisées, là où on les attend le moins. Cela suppose aussi une fusion du renseignement. Trop souvent, les données restent cloisonnées. Or, le renseignement partagé, en temps réel, c'est ce qui permet d'anticiper les mouvements ennemis, de repérer les signaux faibles, d'éviter de se faire surprendre. La pression sur les corridors est tout aussi cruciale. Si la mobilité reste totale pour les groupes armés, ils garderont l'initiative. Réduire leur espace de manœuvre, c'est aussi les priver de cet oxygène opérationnel qui alimente leur rythme d'attaque. Enfin, la protection de la vie civile doit rester au centre. Retrouver la confiance, c'est garantir que les marchés rouvrent, que les écoles restent debout, que les soins soient possibles sans escorte permanente. Mais il y a un paradoxe. Une défense décentralisée, avec des forces auxiliaires, c'est à la fois une force et une vulnérabilité. Sur le terrain, l'agilité de ces groupes permet de colmater les brèches rapidement, d'innover, de connaître les réalités locales mieux que n'importe quelle force centralisée. Mais ce même modèle peut fragmenter l'effort si la coordination faiblit. Si chaque poste agit en solo, si l'information ne circule pas, alors les adversaires exploitent les failles, capitalisent sur le moindre flottement. La réforme doit donc être double, renforcer l'autonomie, mais aussi la cohérence. Et ce défi n'est plus seulement national. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, incarne une tentative de réponse collective. Ce n'est pas juste de la politique, c'est la volonté d'aligner la pression sur les corridors transfrontaliers, de synchroniser le partage du renseignement, d'empêcher qu'une attaque ici trouve refuge là-bas. Mais chaque phase d'apprentissage crée aussi de l'instabilité. Le temps que les protocoles s'installent, que la confiance prenne, que les opérations conjointes soient rodées, les groupes armés, eux, sont de chaque couture, cherchent la faille entre l'unité affichée et la réalité du terrain. Une attaque dans une zone de corridor, c'est un test grandeur nature pour le modèle AES. La coordination va-t-elle assez vite? La pression se fait-elle sentir des deux côtés? La mobilité des groupes armés rétrécit-elle ou reste-t-elle un boulevard? L'enjeu est donc moins de prouver une force brute que de démontrer rapidité et cohérence. Les victoires d'aujourd'hui ne se mesurent pas par des conquêtes visibles, mais par l'évolution des tendances. Si, dans les mois qui viennent, le tempo des attaques ralentit, si les services essentiels reprennent, si les marges de manœuvre des groupes armés se réduisent, alors le système se resserre et la confiance peut renaître. Mais si les réformes restent incomplètes, si chaque acteur joue sa partition sans écouter l'ensemble, la fragmentation augmente, et c'est tout le récit collectif qui s'effrite. C'est là que la vigilance est indispensable. Chaque faille de coordination, chaque lenteur ou incohérence,
devient une opportunité pour les adversaires de s'infiltrer, de relancer la peur, de miner l'espoir. À l'inverse, chaque avancée, même modeste, renforce la société, redonne prise sur la sécurité et le contrôle du récit. La population retrouve sa capacité à investir, à croire en demain, à faire circuler des récits de résilience plutôt que de résignation. Mais la bataille n'est pas que militaire. Elle se joue aussi sur le terrain du récit et de la confiance collective, surtout face à la génération montante. Dans cette histoire, la vraie perte serait de céder la confiance avant même le territoire. Ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso, ce n'est pas seulement un affrontement sur des cartes ou des routes, c'est un combat pour notre perception, notre stabilité intérieure et collective. Les attaques spectaculaires comme celle qui a frappé récemment ne cherchent pas tant à occuper un espace physique qu'à s'immiscer dans nos esprits, à fissurer le socle invisible sur lequel repose toute société, la confiance. Confiance dans l'État, dans les institutions, dans les voisins, dans l'avenir. Et si l'on se fie uniquement au choc immédiat, à la violence qui sature les fils d'actualité, on risque d'ignorer le vrai jeu qui se joue en coulisses. Face à ce type d'agression, il est tentant d'adopter des discours extrêmes, soit s'abandonner à l'idée d'un effondrement inévitable, soit minimiser l'incident comme un simple épisode de plus dans la longue liste des crises. Mais croire que la situation est soit catastrophique, soit anodine, c'est justement perdre le contrôle du récit, céder aux stratégies de ceux qui orchestrent ces attaques. Parce que la guerre, ici, ne se limite pas aux balles ou aux explosions visibles. Elle se livre aussi par le doute, par la propagation de l'incertitude, par l'érosion progressive du moral public et de la cohésion sociale. Ce coût invisible, il est pourtant énorme. Il se mesure dans la fermeture des marchés, l'absence d'élèves dans les écoles, la peur qui s'installe jusque dans le geste quotidien d'aller acheter du pain ou de traverser une route. Il se mesure aussi dans la méfiance envers les institutions, la perte de foi en la capacité des autorités à protéger, à rétablir, à reconstruire. Et c'est là tout l'enjeu pour chacune et chacun de nous. Accepter de voir au-delà du sensationnalisme, refuser de laisser la peur ou la lassitude guider nos décisions collectives. L'histoire récente du Sahel, et du Burkina Faso en particulier, nous enseigne une leçon fondamentale. Aucune insurrection n'est vaincue du jour au lendemain, et aucun pouvoir ne se maintient sans l'accord profond de la population. Les tournants décisifs ne se jouent pas sur une nuit de crise, mais sur des mois d'ajustement, de réponse collective, de résilience bâtie pas à pas. Ce sont les tendances qui comptent, pas les images virales. C'est la capacité à absorber un choc, à en tirer des leçons, à accélérer la coordination, clarifier la communication, resserrer les corridors de sécurité. C'est aussi, et surtout, la manière dont la société protège son récit, en refusant de sombrer dans la panique, sans pour autant nier la gravité de la situation. Les jeunes du Burkina Faso, et plus largement de l'Afrique de l'Ouest, le savent mieux que quiconque. Ils n'ont pas découvert l'insécurité hier. Beaucoup ont grandi dans l'incertitude, ont vu les gouvernements promettre puis décevoir, les forces étrangères arriver puis repartir. Leur exigence, aujourd'hui, n'est pas celle de la perfection, mais de la performance. Des écoles qui rouvrent et restent ouvertes, des marchés qui ne ferment pas à la moindre rumeur, des routes sûres pour se déplacer. Ils observent les tendances, ils évaluent si, après chaque attaque, l'État sait réagir, apprendre, ajuster. Ils ne demandent pas l'impossible, mais ils refusent l'immobilisme. C'est pourquoi le véritable tournant, ce n'est pas la disparition instantanée de la menace, mais la baisse graduelle de la fréquence des attaques, le retour du contrôle sur le terrain, la réouverture durable des services essentiels. C'est aussi la capacité à réduire la marge de manœuvre des groupes armés, rendre plus difficile leur déplacement, tarir leur recrutement en offrant des alternatives réelles aux jeunes, stabiliser le récit public autour de faits vérifiés et d'une parole apaisée. Parce que tant que la société garde la maîtrise de son propre récit, tant qu'elle refuse de céder à la peur ou à la manipulation de l'information, la résilience collective grandit et l'avenir redevient possible. Alors, face à ces épreuves, la question pour chacun de nous est simple. Allons-nous laisser l'image d'une nuit l'emporter sur la réalité d'une décennie?
Allons-nous laisser la peur dicter nos choix, ou choisir de regarder les tendances, de questionner, de débattre, d'exiger plus, non seulement des autorités, mais aussi de nous-mêmes? La stabilité, la paix, la confiance, ce sont des conquêtes lentes, précieuses, jamais définitivement acquises. Elles demandent de la lucidité, du courage, et un refus obstiné de céder à l'extrême, à la résignation comme à l'indifférence. Au final, la meilleure réponse à ces opérations de déstabilisation n'est pas le repli ou l'apathie, mais l'affirmation tranquille d'une volonté collective. Continuez à croire en la possibilité du progrès. Continuez à construire, à transmettre, à protéger le tissu social même dans la tourmente. Ne laissons pas la peur écrire seule l'histoire du Burkina Faso. Ne laissons pas l'incertitude miner ce qui, au fond, nous appartient. La capacité de rêver, de bâtir et d'avancer ensemble. Si cette analyse vous a parlé, si vous voulez contribuer à une discussion plus lucide et plus humaine sur la sécurité, la résilience et l'avenir du Burkina Faso et du Sahel, pensez à aimer, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire, selon vous, quelle est la tendance qui comptera le plus dans les mois à venir? Où suivez-vous cette histoire? Du Burkina, d'Afrique ou d'ailleurs? Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'un pays, mais celle de toute une génération décidée à ne pas laisser la peur définir son destin. Restez attentifs, gardez la tête froide et observez les tendances plutôt que les éclats passagers. Parce que la prochaine page de cette histoire, c'est nous tous qui allons l'écrire.